Depuis un certain nombre d'années, je suis infirmière puéricultrice. Je travaille au sein d'un département dans la protection de l'enfance, en centre de protection maternelle et infantile. Et accessoirement, j'ai eu une formation de consultante en lactation. Alors en France actuellement, je constate que dans les maternités, rien n'est fait pour favoriser l'allaitement de la maman au sein. Même le langage change, on dit allaiter son enfant, c'est donner un biberon, alors qu'initialement allaiter c'est donner son lait, son propre lait. Une vache allaite son petit, un veau est allaité par sa mère et une maman allaite son enfant. Mais même sur les termes, les mots ont changé pour faire perdre le sens de ce qui est naturel et normal. La grossesse est suivie par l'allaitement et ça fait partie d'un processus total. Et ce processus, on l'arrête à la naissance en proposant des biberons de lait artificiels faits à partir de lait de vache, transformés pour essayer qu'il se rapproche le plus possible du lait maternel, mais ce ne sera jamais du lait maternel. Parce que avant, les mamans étaient au sein d'une famille, il y avait les grands-parents, il y avait les tantes et tout le monde aidait la maman à allaiter. Et maintenant, les mamans se retrouvent un peu, surtout en région parisienne ou dans les grandes métropoles, toutes seules avec leur bébé, leur mari. Elles restent que 2-3 jours à la maternité. Or, on sait qu'un allaitement, ça démarre dès la naissance, mais on ne se rend pas compte qu'en fait, au début, il n'y a pas de lait. C'est normal, puisque l'enfant est en cétose pendant 3 jours. Il jeûne. Comme nous venons de faire un jeûne, les bébés à la naissance jeûnent pour se délester de tout ce qu'il y a comme miasme dans leur corps à la naissance et faire leur probiotiques grâce aux voies naturelles. Bon, quand il y a une césarienne, c'est un peu plus gênant. Et ça, on ne le sait pas et les médecins ne pensent pas le savoir. J'ai lu une thèse d'un médecin qui avait travaillé sur le fait que les bébés pouvaient se nourrir des corps cétoniques pendant 3 jours, le temps que, après le colostrum, qui est un lait très très concentré, puisque l'estomac de l'enfant est tout petit, il peut rien prendre finalement. Et au début, c'est une petite bille, ensuite une balle de ping-pong, ensuite une balle de tennis au 4e jour. Donc, on voit la quantité de lait qu'il peut ingérer à chaque fois. On casserait complètement tout, parce que si on donne un biberon à l'enfant, le bébé ne va pas téter le sein, donc ne va pas stimuler. Parce que quand le bébé tète, il stimule ces tubercules de Montgomery qui sécrètent une petite odeur pour que l'enfant soit attiré par le sein. Et ça stimule une hormone au niveau du cerveau qui fait contracter les cellules myoépithéliales, les cellules musculaires. Donc ça contracte les cellules musculaires qui sont autour des petites acinies. Donc ça, je vous expliquerai après la physiologie un petit peu rapidement d'allaitement. Mais donc ça contracte ces cellules myoépithéliales qui font sortir le lait dans les canaux lactifères, mais ça contracte également l'utérus, qui est un muscle. Et ça permet à l'utérus de reprendre sa forme dans le ventre beaucoup plus rapidement. Et ça, on l'empêche aussi. L'allaitement, c'est pas que nourrir son bébé, c'est aussi tout un process d'une bonne santé pour la mère et pour l'enfant. Et en fait, le bébé, quand il naît, il a 3 réflexes. Il a le réflexe de succion, donc dès qu'il sort, c'est pour aller téter. Il a le réflexe de graspine, c'est-à-dire qu'il marche. En fait, c'est quand il est sur le ventre de sa maman, il va marcher pour monter jusqu'au sein, donc 2e réflexe, et le réflexe de fouissement, donc il va chercher comme ça le bout de sein. Et il voit très bien cette zone sombre qui s'est d'ailleurs assombrie pendant la grossesse. Il y a les tubercules de Montgomery qui émettent des petites odeurs, et donc tout est là pour attirer l'enfant sur le sein dès la naissance. Et donc un enfant est né, dans les 6 premières heures, il faut qu'il ait tété. Et après, il va dormir, parce que c'est hyper fatigant un accouchement pour un enfant. Parce qu'il part par des voies étroites, etc. Donc, c'est quand même un grand choc. Et il va dormir profondément. Donc, si on loupe ces 6 premières heures, si l'équipe médicale ou l'équipe soignante, les sages-femmes, les infirmières puéricultrices, s'il y en a dans les maternités, parce qu'il y en a de moins en moins, sont là pour aider le bébé à se mettre sur le ventre, mais c'est merveilleux. La maman voit son bébé qui grimpe carrément comme un petit, et qui va chercher le sein.
J'ai suivi plusieurs mamans qui faisaient des grosses dépressions, qui étaient sous antidépresseurs et elles n'arrivaient pas à allaiter. J'ai réussi à les avoir avant la naissance pour leur expliquer comment ça se passe. En fait, il faut mieux voir les mamans avant pour leur parler de l'allaitement ou pour leur demander ce qu'elles savent et puis les informer un peu mieux que ce qu'elles savent et leur dire comment ça va se passer à la maternité. Parce qu'à la maternité, le personnel n'est pas formé. Il n'y a pas de soudure entre les équipes, sauf parfois dans les hôpitaux dits amis des bébés. Donc il y en a à peu près une dizaine en France, pas énormément. Donc il faut que toute l'équipe ait le même langage. Or, actuellement, elles ont toutes des langages différents, ce qui fait que la maman qui va poser des questions sans arrêt à des personnes différentes va avoir tout le temps des réponses différentes. Et de guerre lasse, elle va dire bon tant pis, je vais donner le biberon. En fait, le corps qui allaite se trouve en système inflammatoire parce qu'on sécrète quelque chose. Donc notre corps est inflammatoire. Et quand on est en dépression, on a remarqué par des imageries médicales que notre corps est aussi inflammatoire. La dépression crée une inflammation dans l'organisme. Or, pour pouvoir allaiter, la mère a de quoi lutter contre cette inflammation, ce qui fait qu'elle va lutter contre l'inflammation du sein, qui sécrète, l'organisme qui sécrète, qui est en inflammation, mais également contre sa dépression. Et le fait de se retrouver le fait d'avoir un enfant, c'est pas anodin, ça nous fait revenir à toute notre histoire qu'on a eue avec notre mère, Et le fait d'allaiter, ça calme vraiment. On se trouve dans une espèce de bulle, quand ça se passe bien, où son bébé est là, il tète, et puis au début, pendant les 2 premiers mois, il tète, mais on a l'impression qu'il ne voit que ça, et puis après, au bout de 2 mois, vous vous rendez compte qu'il il prend le sein, et tout d'un coup, il se recule, il vous regarde, il fait un grand sourire, et puis paf, il se remet à téter un peu plus apaisé. Je sais pas si vous avez vu avec vos enfants, mais c'est extraordinaire. Et donc, je pense que ça lutte vraiment contre la dépression des mamans. Il y a aussi une production d'hormones qui est favorable, l'ocytocine, la sérotonine, et aussi par rapport à ces hormones, une hormone qui est magique, c'est en fait une hormone qui fait que le bébé tombe en sommeil profond tout de suite quand il a tété. D'ailleurs, on voit un bébé qui tète, pouf, il dort et il est bien. Si on le remue pas, il va dormir encore 2 heures. Et la maman, elle a envie de dormir aussi de la même façon. Et il y a des études qui ont été faites aux États-Unis, il y a que là-bas qui font des études sérieuses sur l'allaitement. On a remarqué qu'une maman qui donne le biberon dort moins qu'une maman qui allaite. Et une maman qui allaite, elle dort plus profondément, elle ne passe pas par toutes les phases d'endormissement. Et quand je dis ça à des mamans, elles me disent « Ah, c'est pour ça, je croyais que j'étais fatiguée, mais je m'endors tout de suite. » Alors je dis « Ben oui, c'est grâce à cette hormone, c'est pour que ça fonctionne, pour que vous puissiez tenir le coup de ces nuits entrecoupées d'éveil. » Boris Cyrulnik, qui est très connu, disait que une maman qui allaite, en fait, le bébé, il ne pleure pas. Il n'a pas besoin de pleurer parce que dès qu'il émet des signes d'éveil, de refouissement, qui tète ou qu'il ouvre les yeux et qui cherche, la maman sait tout de suite qu'il veut boire. Donc elle le met au sein avant qu'il se mette à crier. Bon, si elle le voit pas à ce stade, elle l'entend crier. Bon, certes, il a faim, allez hop, on le met au biberon. Donc il faut pas au début chercher, ah, il a des coliques, il a ci, il a ça. Non, non, un enfant qui pleure, tout de suite au sein. Il manque de sein ou d'attachement ou d'être dans les bras. Un bébé qui pleure, il y a une raison. On peut pas laisser un enfant pleurer. Et j'entends encore des médecins dire un bébé ça pleure 3-4 heures par jour. Moi ça me fait hurler quoi. Je dis non, un bébé ça n'a pas à pleurer. Il n'a pas de parole, il peut pas parler, donc son seul moyen d'interagir avec l'adulte, c'est de pleurer pour l'alerter. C'est comme les bébés qui pleurent dans la nuit, qu'on laisse pleurer. Voilà, et ça je trouve ça tellement dommage. Parce qu'en fait ça insécurise l'enfant. Et c'est ce que disait Boris Cyrulnik. Si on ne laisse pas pleurer les enfants, il y aurait peut-être moins de bagarres en cours de récréation et peut-être moins de guerres dans le monde, parce que l'adulte serait sécurisé et n'aurait pas besoin de se battre contre les autres. La mère, c'est son territoire, et puis il est sécurisé, et du coup, les mamans pensent tout de suite « Ah oui, mais je vais être dépendante de mon enfant, il va s'attacher, il va plus pouvoir être libre. » Et au contraire, mieux l'enfant s'attache à son papa et à sa maman, plus il est libre après. Parce qu'il a tellement reçu, tellement sécurisé, qu'il est prêt à affronter le monde. Et les enfants, quand ils sont même pas en crèche, qui restent avec leur maman, qui les a élevés en allaitement à la demande et qui les a avec elle tout le temps, eh ben ils vont à l'école, ils pleurent pas à la rentrée. Tandis qu'on voit des enfants de crèche qui n'ont pas été assez sécurisés, ils hurlent à l'entrée en classe. Et donc ça, c'est très très important. Et ça, tout le temps qu'une mère perd, c'est ce que mon père me disait quand j'avais allaité mes enfants et que parfois j'étais un peu découragée. C'est pour ça qu'il faut vraiment être soutenu par sa famille, son entourage, ses amis, ou en PMI ou par des consultantes en lactation. Et mon père me dit, mais tout le temps que tu perds là maintenant, c'est autant de temps de gagner pour l'adolescence. Parce que les crises d'adolescents sont moins grandes, moins graves quand l'enfant a été sécurisé petit.
Alors si je on est suis, maman, oui, bien, je suis dans la région de Versailles et tu pourras laisser mon numéro de téléphone. Je suis tout à fait disponible à répondre aux appels. Avant, j'étais sur les listes de consultantes en lactation, mais c'est un certificat qui se repasse tous les 5 ans. Et j'ai laissé tomber, mais je continue à me former par des congrès, par des lectures, par mon travail aussi. Si on a un problème pour allaiter, il faut voir quelqu'un de compétent parce qu'il y a toujours une solution. Il ne faut pas passer au biberon. Si le bébé a une bouche trop petite, un rétroprognatisme, la mâchoire en arrière ou une déformation de la mâchoire, il faut voir un ostéopathe. Et avant, il ne faut pas donner un biberon artificiel, il faut tirer le lait avec une machine efficace qui tire les deux seins en même temps pour que ce soit rapide et donner le lait, son propre lait au bébé. Il peut y avoir aussi des problèmes de frein de langue qui arrivent beaucoup plus... J'en vois énormément en PMI. Ils viennent parce qu'ils n'arrivent pas à allaiter, en fait il y a un frein de langue. C'est la langue qui est tenue au plancher par le frein qui est en dessous et le bébé ne peut pas tirer la langue donc il ne peut pas téter. Et donc ça, il faut couper le frein de langue avec un médecin spécialisé. Ils ne savent pas tous le faire et certains médecins ne le voient même pas ça.